sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pour se parler en toute quiétude, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres sur Europe 1. Jusqu'à 1 heure, la ligne est ouverte au 39 21. Julie et Assiba sont à l'autre bout du fil, comme tous les soirs, et Philippe Chartier signe la réalisation de l'émission. Et pour tous vos commentaires, pour toutes vos réflexions, vous avez les courriels sur le site europe1.fr, vos SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre antenne. Mais je vous en prie. Aussi toute l'équipe et Julie aussi qui m'a appelé tout à l'heure. Voilà, comme j'ai dit sur un texto d'hier, que je suis hyper émotif, hyper sensible. Je l'ai pas eu votre texto hier. Je vous le précise. Donc il faut que vous m'en parliez, que vous développiez un petit peu. Voilà. J'ai 45 ans. Oui. Célibataire encore, malheureusement. Et j'ai des difficultés à faire le premier pas, oui. à avoir, à commencer un début de relation. Voilà, une séduction. Le jeu de séduction, j'ai pas compris les clés. Voilà, comment on peut dire. Et tout ça me fait que j'ai des difficultés de m'exprimer aussi. Ça me perturbe. Il y a, parce que c'est ces émotions qui arrivent. Donc, comme je suis hypersensible, hyper émotif, ça me bloque. Et là, actuellement, je le revis encore. Donc, j'ai des frissons et... Là, quand vous me parlez, vous voulez dire ? Voilà. Le fait de vous exprimer, de parler à l'antenne ? Tout à fait. Bon, donc, mais ça c'est un petit peu intimidant pour tout le monde et même pour des personnes qui ne seraient pas particulièrement émotives. Vous l'entendez, Eric, si vous écoutez l'émission, beaucoup de personnes disent ça. C'est un peu intimidant, j'ai un peu le trac, j'ai un peu peur. Donc si en plus vous êtes d'un naturel émotif, c'est déjà un petit peu stressant. Voilà. Donc c'est un peu normal là. Tout à fait. Bon. Mais ça apporte des conséquences au niveau de de ma tentative de discuter, de prendre la parole, d'engager une conversation envers une fille malgré que j'ai repéré dans des soirées ou tout ça. Donc ça vous fait perdre vos moyens. Voilà, complètement. Alors, donc, je ne sais pas par quel bout commencer à accoster cette femme ou ces jeunes filles, je ne sais pas. Et donc, je suis déjà dans une position mal à l'aise, comme vous venez de dire, et j'ai pas toutes les facultés apaisantes déjà envers d'avoir une discussion beaucoup plus apaisante, rassurante. Là, plutôt, c'est le contraire. Oui, je donne cette impression. Vous êtes dans un état de tension intérieure, donc vous ne pouvez pas avoir une discussion où vous pouvez être à l'aise. Vous mettre dans le jeu de la séduction. On cherche à se mettre en valeur. Voilà. Or vous êtes tellement débordé par vos émotions que c'est plutôt un état de panique intérieure. Vous perdez pied. Tout à fait. Alors je peux avoir l'apparence calme, apaisant. Être agréable de visu, je veux dire. Bon. Mais à l'intérieur, c'est comme un volcan. Ça se tiraille. D'un côté, l'envie de faire l'approche et de passer outre cet handicap, ce petit... j'arrive pas à trouver les mots exacts. Même, voilà. Donc c'est ce trouble. Oui. Et je me retrouve que je suis tiraillé par l'autre côté en me disant « Oh non, tu n'es pas encore assez rassuré en toi-même et il freine des cas de fer pour ne pas arriver à affronter l'étape suivante. » Donc je suis tiraillé entre ces deux extrêmes. Oui, pardon. Je me retrouve que quand même, quand il y a des fortes pulsions de moi-même,
de ces énergies. Bon, là, c'est le côté répressif qui prend le dessus. Et quand l'énergie redescend, donc je reviens paisiblement, là, je peux faire la démarche, je peux commencer à discuter. Et en fonction de l'avance de la discussion, ça peut être modéré entre-temps. Et d'un coup, je peux, au milieu d'une conversation, ça me revient, cette énergie. Et c'est difficile déjà même entamer la conversation. Je suis entre deux et je quitte comment on appelle cela, le sens le fil de la conversation. Je me retrouve ailleurs parce que j'ai déconnecté tellement que ces émotions sont fortes. Et oui, vous vous laissez déborder, envahir. Voilà. Alors évidemment, la personne qui est en face, elle me dirait où je suis. Voilà. J'ai cette impression que vous donnez le change. Je pense que en même temps, comme vous le dites, vous arrivez, vous le dites vous-même que vous donnez le change. C'est peut-être à l'intérieur de vous, c'est très volcanique, où vous avez l'impression que c'est vraiment la panique. Mais peut-être que ça ne se reflète pas autant votre trouble que ce que vous ressentez intérieurement. Est-ce que les femmes que vous avez abordées vous renvoient quelque chose de cet ordre-là? Comment ça s'est passé lors des dernières rencontres? Des dernières rencontres, c'est-à-dire soit ils s'écartent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a plus d'écho et ils disent ils vont prendre un verre et ceci, après je me retrouve tout seul. Mais parce que vous parlez beaucoup? Du coup, ça vous fait parler beaucoup? Oui. Alors, c'est vrai que ça, je saoule. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Mais mais vous êtes lucide. C'est-à-dire que oui, vous vous noyez dans un flot de paroles. C'est un état d'angoisse. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me retrouve que des fois, c'est pas tout le temps en plus. C'est encore aléatoire. Et je me retrouve dans ces situations que je suis incapable d'essayer. Alors là, je dis, mince, après coup, je me dis, mince, t'as fait le bête. Voilà. Alors, je me retire de la soirée et je vais plutôt me réapproprier ces énergies. Je les évacue et j'essaie de retrouver mon calme, mon bien-être pour finir éventuellement la soirée si je continue, je prends la décision de continuer. Mais je laisse passer le plus gros de cette énergie que j'arrive pas à contrôler. Mais quand vous dites que vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous arrivez très bien à vous exprimer. En l'occurrence, vous arrivez très bien à vous exprimer là, ce qui se passe en vous au moment où vous voulez aborder une femme et que vous êtes trop débordé par vos émotions. Vous le décrivez avec une précision. Vraiment, c'est très net ce que vous décrivez. Donc vous avez les mots justes. C'est très précis. Donc vous savez très bien décrire. Vous voyez, simplement c'est après il y a cette émotivité qui vous fait perdre pied. Ça peut se travailler. Ça peut se travailler parce que ce que vous décrivez, c'est le problème, c'est l'excès. Parce que dans les faits, être sensible et être émotif, ça peut être des qualités. C'est une qualité d'être sensible. Oui, c'est parce que... Et c'est une sensibilité qui est même appréciée par les femmes, je vais vous dire, Eric. J'ai l'impression que non, ça fait peur plutôt. Non, détrompez-vous. Parce que ils m'ont dit, des fois, il y a une fille qui m'avait dit un jour, un soir, elle m'a dit, parce que on voulait aller, je la sentais, parce que c'était dans une période où c'était calme. J'avais pris, pas de tranquillisant, non, mais j'avais pris un peu de café. C'est pas un tranquillisant, parce que je peux pas supporter l'alcool, déjà. Donc, il vaut mieux que vous évitiez, oui. Je suis allergique à l'alcool. Donc j'étais dans un état où il fallait que je prenne de grandes respirations pour me calmer déjà avant de l'affronter. C'est ce que ma psychologue m'avait dit et que je continue tout le temps. Je suis toujours avec elle. Et elle m'a dit, une chose, quand tu commences à avoir ces jeux de yo-yo, d'énergie,
essaye de faire du silence. Tu laisses parler à ce moment-là la personne qui est devant toi pour que déjà toi, tu essaies de te remettre dans l'énergie la plus basse et tu es réceptif à ce moment-là. Tu n'es plus dans la communication, tu es dans l'écoute. Et j'ai remarqué que ça marchait. Et à ce moment-là, j'étais dans cette période et cette fille, elle m'avait dit, et je me souviens clairement, elle m'avait dit, quand tu es dans cette période où tu es dans les montées d'énergie, que apparemment nous, on ne peut pas le voir, mais que toi, tu as à l'intérieur, et ben tes propos, ta discussion divergent par rapport au sujet, et c'est là qu'on peut s'apercevoir que tu as l'énergie qui est en train de monter. Donc, ça fait peur à la personne. Oui, mais c'est-à-dire que là, vous, comme vous dites, vous laissez emporter ce que vous appelez énergie. À un moment, c'est de la, vous n'arrivez plus à rien canaliser. Il y a trop d'émotions, il y a trop de stress, il y a trop d'angoisse, moi je dirais. Après, on met les mots que l'on veut. C'est selon les écoles de pensée. Et du coup, c'est un flot de paroles ininterrompu. Ça serait de la logorée, hein, c'est ça. C'est vous parlez. Et qu'est-ce que vous voulez ? Ça devient un monologue. Il n'y a plus d'échange. L'autre décroche. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elles font les femmes ? Elles s'envoient ailleurs. Oui. Et voilà. Hein, bon. Et vous, c'est une façon de vous perdre des pieds. Donc vous vous rassurez avec des mots, mais vous parlez tout seul. Voilà. Bon, donc vous savez très bien, vous avez repéré les choses, mais il y a quelque chose où c'est plus fort que vous. Alors, bon, apparemment, vous parlez de votre psychologue, il y a... En thérapie, vous pouvez déjà comprendre pourquoi mettre des mots quand même sur vos émotions. C'est important de travailler là-dessus, parce qu'on peut... travailler sur qu'est-ce qui fait comme ça. C'est important de pouvoir aussi parler de vos émotions, avoir un lieu pour les exprimer, comprendre peut-être que vous n'avez pas pu être suffisamment écouté, entendu quand vous étiez enfant. Et peut-être aussi, parallèlement à ça, elle vous parle, votre psychologue, de respirer, un travail, une approche plus corporelle de type yoga, de type sophrologie, vous aiderait dans des situations comme ça? Non, parce qu'on m'a déconseillé, parce que pourquoi ces fameuses énergies qui sont trop fortes, en faisant de certaines, alors peut-être pas tout le yoga ou une similaire de yoga, mais dans des gestes de, dans des postures de yoga, ou dans les conversations qu'ils ont de yoga, je ne sais pas exactement, mais ça me contre-produit à moi. Ça me fait des effets négatifs. Qui vous a dit ça ? La psy. Mais qu'est-ce qu'elle est ? Elle a quelle formation, votre psychologue ? C'est une psychiatre. Et je suis aussi avec une autre psychologue. Mais elle s'y connaît beaucoup en yoga, votre psychiatre ? Je sais pas si elle connaît beaucoup. Si, pour vous dire ça, que le yoga serait contre-productif. C'est qu'elle connaît aussi bien le yoga, je veux dire. Oui, tout à fait. Parce que certains exercices qui font le yoga, d'accord. Ou assimiler le yoga, parce que peut-être pas le yoga. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'écoles aussi. Voilà. D'accord. Alors ils me disent que je suis contre. Enfin, au-delà de ça, il y a aussi peut-être une difficulté à chercher dans votre histoire. Est-ce que vous travaillez avec votre psychiatre sur les relations que vous avez eues, parce que ça pose la question de, souvent quand on manque d'assurance comme ça dans ses relations en tant qu'homme, vis-à-vis des femmes, de la question de l'identité masculine, de son identité masculine. On a travaillé un petit peu. Et oui, c'est essentiel de travailler là-dessus, parce que l'identité masculine, elle se construit aussi beaucoup. Ça amène à s'interroger sur la relation, quand on est un homme, que l'on a eue avec son père.
Et avec le père et avec la fonction paternelle, parce que le père, c'est lui qui va soutenir normalement son fils dans l'aider à devenir un homme. Et souvent, quand il y a des difficultés comme ça, on trouve des relations, soit il y a trop de pères ou pas assez de pères. Hein. Non, c'est qu'il n'y a eu pas assez de pères, hein, je pense. Pas assez de pères, pas assez présents. D'une part, il n'était pas assez présent dans le début de mon adolescence, du moins de mes premières années, parce qu'il travaillait, il faisait des déplacements. Et quand j'étais adolescent, j'étais quand même, je me suis mis, comment on peut appeler ça, une chape de plomb. Suite à 3 échecs de tentatives de séduction envers des copines de mon d'enfants d'école, voilà. Je cherchais le mot. Donc sur ces 3 refus, je me suis fait que Vous aviez quel âge? Oh, la première, c'était à 5 ans. J'ai embrassé tout petit. Oui, j'ai embrassé derrière une caravane. Ouais. Et ma sœur, elle m'a surpris et j'étais alors paniqué. Ouais. Peut-être c'est là que ça a commencé le fond du problème. Ouais. D'être surpris et d'avoir embrassé une jeune fille. Elle avait mon âge, hein, donc c'était les premiers baisers. Après, un peu plus tard, quand j'avais 14 ans, pour 14 ans, j'ai commencé à essayer de flirter. Oui. Je cherche le c'est mot. C'est l'âge des premiers flirts, oui. Les premiers flirts. Alors j'étais maladroit, comme j'ai dit sur le texte, donc je suis maladroit. Donc on ne sait pas comment commencer. Le bouton, ça je ne savais pas. Donc la manière était pas bonne. Et cette jeune fille vous l'a fait savoir? Oui. La première, elle m'avait dit non, Eric, on est en copain. C'est plus la peine de fantasmer sur moi. Voilà. D'accord. En gros. D'accord. Donc là, ça m'a mis un coup de barre sur la tête. Et la donc, troisième? La troisième, alors, elle m'a dit non, c'est très, très gentil ce que tu fais. Tu es avenant, tu es attentionné, ceci, cela, mais ça va pas plus loin. Voilà. Et après, est-ce que vous avez eu des relations avec des femmes à l'âge adulte? Non, pas avant 22 ans. Je commençais à avoir... Donc vous en avez eu? J'en ai eu, mais on ne peut pas dire ça. Parce que c'était juste le fait de toucher le corps d'une femme, même que moi j'étais habillé et elle était déshabillée, il y avait ces énergies qui revenaient. Donc on peut pas dire que qu'est-ce que vous appelez énergie? C'est-à-dire trop de tension pour vous? Voilà, la même chose quand je discute avec une fille. C'est les mêmes... mais là vous arriviez déjà à toucher son corps, donc c'est que vous étiez déjà rapproché suffisamment. Vous aviez passé cette étape qui vous fait tellement peur du premier pas, puisque vous étiez déjà dans une intimité. Alors de quoi avez-vous peur là? De l'intimité avec elle? C'était le peur de voir un corps de femme nue. Voilà, tout simplement, je pense. Donc vous n'êtes pas allé plus loin? Non. D'accord. Donc vous n'avez jamais fait l'amour avec une femme? J'ai jamais fait l'amour. D'accord. Oui. Donc c'est d'autant plus. Oui. C'est quand j'ai l'âge de 45, 40, à peu près dans les 40 ans. D'accord. 39, 40. Et là, comment ça s'est débloqué pour vous alors? C'est par rapport à une autre une sexologue, exactement. Et grâce à elle, je vais tirer le nom, hein, évidemment. Oui. Elle m'a approché d'une autre façon, c'est-à-dire pas parce qu'elle n'est pas reconnue par l'ordre des médecins. Donc c'est une approche bien à part. Et cette femme, elle m'a pris d'une autre manière globale. Déjà savoir qu'est-ce que j'avais au fond de moi, dans
on a travaillé 1 an pour que je puisse ressortir toutes ces émotions, toutes ces blessures que j'avais en moi. Oui. Donc faire exploser cette chape de plomb. Oui. Pour commencé à avoir simplement le fait d'accéder à un corps nu d'une femme. Mm-hmm. Donc il a fallu pas mal de temps pour que je puisse déverrouiller ce blocage. Et à ce moment-là, donc j'ai pu prendre de l'assurance, comme vous dites, de la confiance en moi, de la confiance en soi. Et on a été un peu plus loin dans la démarche. Et mais toujours pas de relation, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Donc elle était débordée parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi ça se bloquait, pourquoi je n'arrivais pas à passer à l'acte proprement dit. Oui. Et ça devenait pénible pour elle et pour moi. Donc on a fait une coupure et laissé que tout le travail qu'on a fait qui se refasse de lui-même, c'est-à-dire de moi-même, intérieurement, que ce travail évolue. Oui, il n'est pas perdu certainement ce travail. Non, il n'est pas perdu. Puisque vous avez eu, elle vous a fait avancer d'une certaine façon. Maintenant, voilà. Il reste encore des inhibitions à dépasser. Tout à fait. C'est là qu'elle m'a dit. Mais il y a à travailler parce qu'elles sont profondes. Hein. Elles sont profondes. Oui, elles sont profondes. Parce que, elles sont profondes. Quand j'étais jeune, j'ai mis. Il y a des peurs très profondes. Voilà, j'ai mis des barrières. Oui, mais on les entend. Mais bon, elles viennent aussi certainement de votre histoire, il y a évidemment ces histoires où vous avez essuyé un refus, mais derrière ces refus, il y a aussi ce qui s'est joué dans votre histoire personnelle avec, moi je pense, cette absence de père, et puis peut-être du coup, souvent quand il y a une absence de père, il y a les garçons restent un peu les bébés de leur maman. Et des bébés de leur maman un peu malheureux et peu sur d'eux. Donc ça aide pas à avoir des rapports de confiance et être un homme en face d'une femme. Donc alors ça se travaille, mais c'est long. C'est long. Donc bon. Je me suis adressée à vous pour essayer de voir où j'en suis, parce que... Eh bien, vous en êtes que vous essayez de trouver des clés et que il y a des choses qui avancent dans votre histoire. Tout à fait. Mais bon, il faut travailler. Il faut travailler là-dessus. Continuer à travailler et vous essayez de rencontrer et avec chacun des thérapeutes sur lesquels que vous rencontrez, il y a des choses, des blocages, des choses qui vont avancer peut-être à vos dépens et qu'un jour vous ferez une rencontre aussi, une femme qui va avec qui les choses vont se débloquer. Hein. Mais bon, c'est pour le moment. Peut-être qu'à un moment, le désir sera plus fort aussi que votre peur. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Non, mais... Dites-vous aussi que les femmes peuvent avoir peur. C'est ça. Pour le moment, vous les percevez comme une menace. Il y a quelque chose d'un peu menaçant. C'est dans cette. Mais vous ne percevez pas que il peut y avoir aussi des peurs de l'autre côté. Bon courage en tout cas. Bon courage, Eric. D'accord. Mais au revoir. Au revoir. Mais je peux pas. Vous êtes forcément un peu frustré parce que vous comprenez bien que dans un parcours aussi long, aussi complexe, je pouvais pas vous apporter des réponses comme ça. En tout cas, pas celles que vous attendiez. Vous imaginez bien. Vous avez déjà beaucoup consulté et c'est pas en échangeant comme ça un peu à la radio qu'on peut trouver des clés. Ben oui, non, mais des clés qui pourraient me faire peut-être pas dans l'immédiat, mais au long de quelques jours ou de quelques semaines, me faire que j'arrive à passer un peu plus dans une petite étape un peu plus loin que... Les étapes, vous les faites petit à petit. Voilà, c'est pour ça. Vous les faites petit à petit et vous venez de loin, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi vous qui faites le travail.
Et Oui, puis pour un l'instant, jour, c'est ça. peut-être que vous allez voir, vous allez franchir un cap. Là, vous avez l'impression que vous avancez à pas de fourmi, c'est long. Et puis à un moment, vous allez faire un pas de géant. C'est possible aussi. C'est parfois surprenant, hein. Bon, mais bon, il y avait des blocages très très importants. Alors en même temps, moi je dirais par rapport à l'attitude de cette sexologue dont vous me parlez, avec qui que vous aviez beaucoup investi, ça sera un peu la parenthèse, et c'est pas pour vous, mais sur la pratique, vous l'aviez beaucoup investi, vous aviez beaucoup investi le travail que vous faisiez avec elle. Je trouve que un travail comme ça, c'est pas au thérapeute de décider de l'arrêter. D'accord. Oui, non, mais... Vous voyez, c'est un moment le patient qui, lui, peut dire je veux arrêter. Mais si le patient investit beaucoup la thérapie, même si à un moment le thérapeute a le sentiment que ça tourne en rond, que ça n'avance pas, à partir du moment où le patient investit, c'est pas au thérapeute parce que de décider d'arrêter. Non, mais C'était juste ça, hein, mais bon. Elle m'a dit, tu fais une pause, on sort une pause, et après on reprendra. Et c'est ce qu'on a fait après. Bon, on a repris d'accord. plusieurs fois la discussion, mais entre-temps, il y a eu passer soit un mois, soit 6 D'accord. mois. Bon, écoutez, voilà, ça veut dire que vous pourrez reprendre si vous souhaitez avec elle. Hein oui, tout à fait. Tout à Bon fait. courage en tout cas, Eric. Au revoir. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Christophe Mahé, un peu de blues. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Je vous écoute. Eh bien, écoutez, je sais pas trop si c'est très simple. Un soir, on a fait une bataille de coussins, on a bien rigolé. Et le lendemain matin, mon mari est tombé et puis il est mort. C'était il y a 6 mois. Oui, décédé très brutalement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une rupture d'anévrisme. Oui. Alors, il n'est pas mort tout de suite. Il a fait 15 jours dans le coma. Mais dans un coma tellement profond que c'était de toute façon rédhibitoire. Quel âge avait-il? 57 ans. Oui, donc on voit le tragique. Là, vous étiez dans le jeu, dans le plaisir, dans le bien-être, et le lendemain, il n'était plus là. Oui. On était aussi dans une situation où on était un couple un peu bizarre. Bizarre dans le sens où... Dans quel sens? C'est-à-dire qu'on on se disputait beaucoup. On était dans le sens... c'était amour-passion. Et quand j'ai appelé hier, c'était surtout parce que d'un seul coup... Oui, on a essayé de vous rappeler, mais vous étiez sur répondeur. Hein. Oui, je sais, mais c'est moi qui me suis un peu défilée. Je voudrais 5 minutes avec lui, voilà. Qu'on me laisse 5 minutes avec lui. Il est mort trop vite. Il est parti trop tôt. Je suis assez forte. Je vais tenir le coup. Je vais y arriver. Et avec ma fille, on va y arriver. Mais voilà, il y a cette espèce de manque. Et vous savez, quand on perd quelqu'un comme ça, à son enterrement, il y avait un monde fou. C'était incroyable. C'était presque insupportable. Tellement il y avait de monde. Et puis, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On est seul. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est au quotidien. C'est tous les jours qu'il nous manque. Oui, c'est dans le temps en plus que c'est dur. Mais bizarrement, c'est de plus en plus dur. Ça a été moins dur au début. Non. C'est pas... Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre parce que dans les premiers temps, c'est presque un temps de sidération. Oui, c'est ça. Puis on est porté par je sais pas quoi. Il faut agir, il faut faire. Oui. On est porté
Puis c'est très curieux. Enfin, il y a quelque chose de, on est presque porté, habité encore par l'autre qui, même il n'est plus là. Enfin, il y a presque un sentiment presque étrange. Il y a parfois même des deuils qui peuvent être un peu dans les premiers temps un peu paradoxaux, presque un peu exaltés. Libératoire. Quelque chose d'assez curieux, oui, parfois. Oui. Libérateur. Oui. Je me suis presque sentie libérée. De quoi? De ce couple que nous étions. Oui, qui était très passionnel et par moments épuisant, vous voulez dire? Oui, complètement épuisant. Oui. Et ça l'était pour tous les deux. C'était, mais c'était nous deux. Oui, c'était votre façon d'être. Oui, et c'est comme si on était des jumeaux. On avait une complicité, mais totale. Et là, maintenant, moi, j'y arrive plus, maintenant. Ben oui, parce que là, vous ressentez le vide. Ben oui, voilà, si vous étiez des jumeaux, si vous vous ressentiez comme tel, du coup, vous vous sentez amputé. Il faut qu'ils viennent, là, maintenant. Il faut qu'ils viennent me parler, voilà. Ben, c'est-à-dire que là, vous prenez conscience, vous êtes en train d'intégrer aussi l'absence. Oui. Là où jusqu'à présent c'était peut-être pas encore. Vous saviez bien sûr qu'il n'était plus là, mais vous étiez prise. Voilà, vous avez dû faire beaucoup de choses. Vous étiez dans l'agir, dans le faire, ce qui est une façon de détourner votre douleur. Hein. Agir, c'est une façon de ne pas penser, de ne pas ressentir trop, en tout cas. Oui, mais c'était très bien comme ça. De s'anesthésier, bien sûr, oui. Alors une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire, là vous vous retrouvez face à cette absence et face à ce vide. Avec ces objets, avec tous ces trucs qu'il a pris en brocante. Et moi moi je jetais beaucoup. Et lui il récupérait dans les poubelles. Oui. Et je me retrouve avec plein d'objets que je n'ose même plus jeter, parce que c'est... Oui, des objets qui avaient beaucoup de sens pour lui. Voilà, oui. Oui, mais attendez, c'est pour le moment, il est trop tôt pour voir ces objets presque sacrés pour le moment. Mais comment vous faites? Dites-moi, comment vous faites? On peut rien faire. De toute façon, il va jamais revenir. Comment on fait non, ça évidemment, vous avez dit j'aimerais le voir 5 minutes, non. Je voudrais le voir, c'est tout ce que je voudrais. J'entends bien. Mais pour le moment, tout ce que vous pouvez faire, c'est effectivement vous replonger dans des photos, mais ça ne peut pas remplacer. Non, ça je refuse. Ça, je refuse. Vous ne voulez pas, non. Non. Vous savez, c'est très bizarre. La dernière photo que j'ai prise de lui, c'était 3 jours avant son accident. Et c'est une photo, on était... il y avait eu des inondations, donc on était sur le bord de l'Aude. Et on était partis tous les deux pour faire des photos. Et je l'ai pris en photo, il me tournait le dos et il marchait sur le canal du Midi. Et j'ai l'impression que c'était... Voilà, il m'avait tourné le dos. Et il avançait vers autre chose. Oui, après tout prend un sens, hein. Oui, peut-être qu'on donne des sens parce que bien ça sûr. nous arrange. Non, mais bien sûr que cette photo aujourd'hui a un sens particulier. C'est pour moi là. Évidemment. Elle a une signification, celle que vous lui donnez, mais de la même façon que vous parlez d'accident. Il a eu une rupture d'anévrisme. C'est pas neutre de parler d'accident. Mais les circonstances, la façon dont vous avez présenté les choses,
On Ouais. jouait, on se lançait des coussins à la figure. Vous l'avez. C'était le soir. Oui. C'est ma fille qui l'a vu tomber. Sa Oui, propre mais fille. c'est pas neutre non plus peut-être chez vous. C'est après un moment particulier. Ce que C'est-à-dire, dit je le comprends pas. subversif, c'est quelqu'un qui dit finalement le subversif, il est décédé après cette agitation. Et peut-être que vous avez établi un lien un peu où est-ce que vous vous êtes pas senti un peu coupable à tort, mais Mais bien sûr que si, mais Ouais. cette agitation, c'était la veille. Ensuite, notre fille a fait son petit caprice, elle a voulu dormir avec moi. Donc on a dit ok, et Patrick a dormi dans la chambre de notre fille. Et on s'est croisés dans l'escalier. Moi, je me lève très tôt le matin. Et en se croisant dans l'escalier, il m'a dit j'ai mal à la tête. Oui. Ça va pas, j'ai mal à la tête. Et bêtement, je lui ai dit il y a de l'efferalgan dans la cuisine. Et je suis montée prendre ma douche. oui, mais écoutez, Et je l'ai plus jamais revu vivant. oui, mais un mal de tête, n'importe qui aurait fait cette réflexion, Caroline. Un mal de tête, on ne pense pas à rupture d'anévrisme. Si toutes les personnes qui avaient mal à la tête pensaient à rupture d'anévrisme, les urgences des hôpitaux qui sont déjà encombrées, alors là, ça serait le chaos. Parce que votre mari lui-même n'y pensait pas. Mais pas du tout. Mais non. Mais pas du tout. Personne Sinon, n'y pensait, à ce mais non, moment-là, bien c'est-à-dire sûr que non. ça a basculé. C'est-à-dire qu'après, bon, il peut y avoir d'autres signes associés. Il peut y avoir, mais de la même façon que une partie comme ça de jeu, vous avez joué, vous êtes agité, vous avez lancé des coussins et autres, c'est pas ça qui peut déclencher une rupture d'anévrisme, parce que sinon vous imaginez Mais non, mais qui tout ne ça, je joue sais pas. bien. En plus, Oui, mais c'est... le chirurgien nous a bien expliqué que c'était un problème comment on appelle ça, de père en fils, vous savez, non, je trouve plus mes mots, pourtant j'ai du vocabulaire. naturellement. génétique. Oui, voilà. Donc, Son père aux enfants- avait Non, mais d'après Qui le peut se chirurgien, transmettre. c'est un problème génétique. Mm. Et il faut faire des examens aux enfants. d'accord. C'est-à-dire que ce qui est Oui, arrivé faire à de mon la mari aurait prévention. pu lui arriver à 15 ans, D'accord. ça aurait pu lui arriver à 80 ans. Voilà. C'est- D'accord. Donc ça, c'est important parce que ça permettra de faire de la prévention. Oui, oui. D'accord. Que je n'ai toujours pas faite vis-à-vis de ma fille ou vis-à-vis de mon beau-fils à qui j'ai dit Ouais. de le faire. Bon, elle a quel âge, votre fille? 12 ans. 12 ans. Comment 12 va-t-elle? ans, c'est elle qui a vu son père tomber. Comment va-t-elle? Je dirais qu'apparemment, elle va mieux que moi. Mhm. Elle est à la fois très forte. Je pense qu'elle est forte pour moi, ce qui n'est pas une bonne chose. Et en même temps, elle est très dure, très très dure. C'est-à-dire? Écoutez, je vais vous donner une anecdote. Dans un couloir du collège, elle a croisé une copine qui pleurait. Et donc elle va la voir et sa copine lui dit mon petit copain vient de me laisser tomber. Oui. Et Victoria lui a dit pouf, moi la dernière fois que j'ai pleuré comme ça, c'est quand mon père est mort. Et puis elle est partie. Oui, mais est-ce que c'est être dur, ça? C'est manquer de compassion. Je qualifierais pas ça comme ça. C'est-à-dire que par rapport à ce que elle vit, c'est vrai que la souffrance de sa copine, elle grandit trop vite, votre fille. Elle a grandi très Trop vite. Elle a vite, grandi là. d'un coup. Et elle aurait besoin de pouvoir parler, parce que c'est vrai qu'elle risque de s'endurcir trop vite, mais c'est plus, c'est ça, du coup, la peine de sa petite copine
qui est légitime aussi, hein, qui pleure Mais qui parce est que tout à son fait petit légitime. ami Mais lui semble, ouais. mais lui semble dérisoire parce que elle a perdu son père et que son père elle le reverra plus. Et qu'à 12 ans, bah c'est un drame Vous savez, elle m'a dit épouvantable. aussi, moi ma vie elle est moche. Mais oui, donc à côté de ça, bah oui, on peut lui raconter tout ce qu'on veut. Elle peut paraître effectivement comme elle est dure parce qu'elle est malheureuse. Et souvent on réagit comme ça parce qu'elle est profondément malheureuse. Il faut entendre que derrière ça, elle est malheureuse. Oui, oui, Hein oui. Donc peut-être qu'il faudrait qu'elle ait un endroit elle pour pouvoir exprimer ça, Elle qu'elle est refuse malheureuse. absolument d'aller voir un psy quel qu'il soit. Pour elle, il n'en est même pas question. Donc je me suis renseignée et toutes les personnes, tous les psychologues que j'ai pu contacter m'ont dit si elle ne veut pas, ce n'est pas la peine. Oui, mais ça, ils ont raison. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de lui imposer d'aller parler. Enfin, ça serait lui faire violence. Ah non, pour elle, voilà. Non, ça vraiment serait lui faire violence d'aller lui dire. Alors non seulement elle vient de perdre son père comme ça de façon extrêmement brutale, et en plus on va lui imposer d'aller parler. Non, ça n'aurait pas de sens. Non, puis Faut lui laisser du temps. Peut-être que dans oui. C'est mon problème, ça me regarde. D'accord. Même avec moi, on arrive à en parler un peu, mais on en oui. parle dans les souvenirs, dans le dans le quotidien. Je lui dis bon bah tiens, et elle aussi. Oui. Tiens, là, C'est papa, bien déjà voilà. qu'elle puisse en parler avec vous. Hein. C'est bien qu'elle. Mais en parler profondément, il n'en est même pas question. C'est. Oui. Mais Si peut-être moi, je parce me laisse qu'en aller, parler. elle me dire Oui. je suis triste, il me manque. Elle va dans sa chambre. Elle veut pas m'entendre. Oui, mais parce que votre souffrance en plus est peut-être trop dure pour elle. Oui, elle l'accepte pas. Vous savez, quand un enfant perd un de ses parents, il perd aussi d'une certaine façon son autre parent. Parce que, symboliquement aussi, Oui. parce que son autre parent, là vous en l'occurrence, n'est plus le même pendant un temps. Oui. C'est-à-dire que la douleur, le chagrin, la peine, le désespoir est là. Oui. Donc c'est toute la vie de l'enfant qui s'en trouve bouleversée. Mais qu'est-ce que je peux faire alors? Je peux pas faire semblant Que d'aller. Non, vous ne pouvez pas faire semblant. Il n'est pas question de faire semblant, Caroline. Mais ce savez, que je je m'en veux sors bien dire, quand c'est même, pour... hein, je suis pas- Pardon, ce que je voulais dire pour pleurniche votre pas fille... tous les jours, Non mais Caroline, ce que je voulais dire pour votre fille, c'est que quand vous dites c'est dur et qu'elle part dans sa chambre, c'est que c'est dur pour elle aussi et qu'elle peut pas en plus porter votre souffrance. Donc Oui. peut-être qu'elle part dans sa chambre et qu'elle va pleurer dans sa chambre. Et que quand vous Je dites sais, qu'elle oui. est dure, votre fille, elle est malheureuse. Mais je le sais, ça. Bon, Je le donc sais. maintenant, vous, il est bien sûr hors de question de faire semblant. Ça serait un non-sens de faire semblant. Mais on arrive à rire aussi, hein, toutes les Mais deux. très bien, mais bien sûr, heureusement, et tant mieux. Tant mieux qu'il y ait des moments où vous pouvez pas. Vous savez, l'esprit et le corps sont ainsi faits qu'on peut pas être dans le désespoir tout le temps. Ça serait Non, c'est insupportable. On n'est pas du tout Heureusement. comme ça. C'est juste que. Oui. Il y a des moments où vous J'ai aimeriez. énormément. On a, je pense, et je dis je parce que je suis le chef de famille. la Oui, fille, oui. Mais énormément de mal à recréer une autre vie, quoi. Mais il faut vous donner du temps, vous vous rendez compte? Ça fait 6 mois. Vous pouvez pas. C'est ce que je vous disais. C'est pour vous, c'est très très tôt, c'est très récent. Et pour votre fille, c'est pour un enfant, c'est compliqué parce qu'il perd un parent et puis l'autre parent, il est aussi différent. C'est ce que je Oui, disais quand il oui. perd aussi son autre parent, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec un parent qui est différent. Oui, Donc oui, c'est oui. bon, c'est toute une vie qui est à réaménager. Ça va vous demander du temps à toutes les deux. Et Mais il y a, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux accepter ça. Accepter ça. Accepter de passer par des phases comme ça et qu'il y en ait des différentes phases successives et des moments
compliqué. Et comme vous dites, il y a des moments où la tristesse vous submerge, et puis des moments, vous pouvez rire ensemble, et puis des moments, et puis peut-être vous, votre fille ne veut pas se faire accompagner, c'est son droit. Vous pouvez en revanche l'être, si vous. Ça peut vous aider. Ce que dit Brigitte, que faire? Autant que possible, accepter l'inévitable souffrance sans laisser traverser, vivre avec. Vous savez, on croit qu'on vit avec et puis elle nous resubmerge. Oui, c'est ça, c'est par phase. Oui, exactement. C'est par phase. Moi, il y a des moments où je me dis, c'est bon, je me le dis même pas. Ça va. Et puis boum, ça retombe, bon, mais je sais que je suis pas seule dans mon cas et qu'il y a des choses plus dures encore, certainement. Mais bon, non, moi je ne relativisez pas comme ça. Hein. Perdre son compagnon de vie, qui est le père de son enfant, écoutez, non, c'est très dur. Hein. Oui. Et vous savez ce qui se passe. Si, je crois que je l'ai dit déjà au départ, mais tous les gens autour, ils sont super présents pendant 3 semaines. Et puis après, eux, ils ont assimilé. Oui, mais c'est pour ça que c'est très dur. Et c'est pour ça que c'est important dans le... C'est souvent ce qui revient dans le témoignage de tous ceux qui ont perdu un être cher. C'est l'accompagnement, le soutien, il doit être dans la durée. Et ça, on l'oublie trop souvent. Quand on est comme ça, quand on a quelqu'un dans son entourage qui a perdu un être cher, c'est de pouvoir être présent dans la durée. Alors je sais bien que c'est parfois compliqué, hein, que quand il s'agit de quelqu'un de la famille ou de quelqu'un d'un ami, de pouvoir soutenir comme ça sur la durée, parce que les autres ont aussi leur vie, on a sa vie, on a... Mais ça peut être des mots... Enfin, aussi que moi j'ai une famille, hein, qui est présente, qui est vraiment très très chouette, et mais c'est moi qui refuse. Ah oui, ça c'est plus embêtant. Mais c'est-à-dire que je suis allée chez l'une de mes sœurs, là où on allait avec Patrick, avec mon mari régulièrement, parce qu'on s'entendait très bien, et pour moi c'est un calvaire. Voir les gens qu'on voyait tous les deux, c'est un calvaire pour moi. Donc je sais que ces gens-là veulent m'aider, mais ils peuvent pas. C'est pas possible. Personne peut m'aider pour l'instant. Bon, alors pour l'instant, mais ne vous isolez pas trop quand même. Hein. Ouais. Parce que l'isolement n'est pas une bonne chose, ni pour vous, ni pour votre fille, hein, d'ailleurs. Attention quand même au repli sur vous-même. Ne la faites pas vivre dans un environnement un peu en vase clos. Hein. C'est important pour votre fille qu'elle ait aussi un environnement, qu'elle voit sa famille, l'environnement familial. Et... Oui, non, mais attention à ça quand même. Elle a beaucoup d'amis, on reçoit à la maison ses copines, ses copains. D'accord, c'est important. Oui, je comprends. Évidemment, c'est rattaché aux souvenirs que vous aviez avec votre mari, donc c'est douloureux. Alors, c'est peut-être un temps comme ça. Expliquez-le. Dites-le. Hein, dites-le. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être les voir autrement, dans un autre contexte. Peut-être à l'extérieur, peut-être les voir, aller au restaurant, enfin peut-être faire quelque chose avec eux, organiser, ils peuvent comprendre, et à ce moment-là peut-être dîner ensemble à l'extérieur ou faire quelque chose, mais qui n'est pas dites pourquoi. En tout cas, je reçois un mail. On doit fêter Noël. D'habitude, on fête Noël toujours chez maman. Bon, c'est une... Et d'après ce que j'ai compris, cette année, ils savent que pour moi, Noël, ça va être très très dur. Pour moi et pour Victoria. Et donc, ils ont plutôt prévu de le fêter ailleurs, de le faire ailleurs, pour qu'on se retrouve pas dans les mêmes... Non, j'ai une famille qui est bien, très bien. Je reçois un mail de Laurence qui dit il faut laisser du temps au temps. C'est dur, très dur, mais c'est le temps qui fait son travail. J'ai 44 ans, j'ai perdu mon mari il y a 6 ans et je commence seulement à aller mieux, dit Laurence. Ouais. Donc c'est important si vous avez aussi un entourage
familial. Eh Donc bien, donnez-vous ce temps, accordez-vous le, Caroline. Donc j'ai le droit de pleurer. Et comment, bien sûr. Oui. Vous avez le droit bien sûr, de ne pas être bien. Bon courage à vous. Merci, et à Caroline. votre fille. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Ben Howard de Wolves. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Des réactions qui arrivent pour Caroline par courriel de Lily de Picardie qui dit « Bien sûr, la souffrance ne s'effacera pas, mais elle diminuera. » Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, Caroline nous parlait du décès de son mari survenu en avril dernier d'une rupture d'anévrisme et de sa fille aussi de 12 ans. Elle trouvait que sa fille était devenue un peu dure suite au décès de son père et elle s'interrogeait en disant que faire, comment faire par rapport à la peine qu'elle ressentait. Lily de Picardie disait quand la peine de sa maman se calmera, elle pourra alors partager sa peine avec elle et il faut se donner du temps. Et puis Caroline avait conclu l'échange en disant est-ce que je peux pleurer le subversif dit les larmes doivent couler pour que ça sèche la peine. Brigitte dit oui, il y a des phases à traverser, la tristesse, et puis il y a des phases de répit, puis il y a des douleurs hyper aiguës qui revient, les regrets, la culpabilité, et toutes ces phases sont malheureusement nécessaires. On va... Ah oui, avant d'accueillir Michael, je voulais vous annoncer que vendredi prochain, je serai à vos côtés, puisque Taratata ne sera pas diffusée. Donc vendredi 28 octobre, exceptionnellement, l'émission aura lieu aux horaires habituels, c'est-à-dire 23h, 1h. Donc notez bien dans vos agendas, la semaine prochaine, vendredi 28 octobre, j'aurai le plaisir d'être là de 23h à 1h. Bonsoir Michael. Bon, déjà, je voulais vous dire que j'étais très touché par Caroline, par la perte la disparition de son mari, imprévue, et que je suis en admiration complète pour l'amour qu'elle a pour lui, parce que j'étais même gêné moi-même de vous avoir au téléphone par rapport à ce qui a été dit pour elle. Parce que moi, je suis un peu dans l'état inverse, en fait. Oui, je comprends, c'est un peu difficile pour vous d'enchaîner avec votre témoignage et votre petite fiche sous les yeux. Oui, je comprends, c'est compliqué. Par rapport à ce qui a été dit, voilà. Écoutez, vous savez, c'est une libre antenne. Chacun, il y a des vécus très différents c'est un peu à l'image de la vie, c'est même totalement à l'image de la vie, Michael, cette libre antenne. Donc il y a
des témoignages qui sont parfois très très difficiles, très douloureux, comme celui de Caroline, parce que qu'y a-t-il de plus douloureux à traverser que la perte d'un être cher? Et puis il y a des témoignages parfois beaucoup plus joyeux, beaucoup plus drôles. Il y a des témoignages parfois plus qui paraissent évidemment à côté d'un témoignage comme celui de Caroline plus dérisoire ou plus léger. Dérisoire, non, j'aime pas ce mot, parce que pour la personne qui les vit, c'est pas dérisoire d'ailleurs. Ça peut paraître dérisoire pour ceux ou celles qui écoutent, mais pour la personne qui vit la situation et qui est impliquée dedans, c'est pas dérisoire. Donc vous savez, on va pas faire de hiérarchie. J'étais très touché, c'est l'admiration qu'elle a pour son mari. Son mari doit être vraiment fier d'elle quelque part, de voir qu'elle l'aime autant, quoi. Je trouve que c'est touchant de voir ça, quoi. C'est surtout ça qui m'a touché. Oui, et tout en disant, elle disait bien que leur couple, c'est peut-être pour vous, je vais essayer de vous aider en disant, parce que vous voulez vous parler de votre couple, et c'est compliqué dans votre couple. Elle disait que leur couple, c'était compliqué, elle nous disait que c'était un couple où ils se disputaient beaucoup. Justement, il faut, enfin, dans mon cas, je vous expliquerai, mais je trouve que les disputes, ça nourrit le couple. Ça aide beaucoup, quelquefois. C'est-à-dire que ça peut permettre de résoudre certaines difficultés. Un couple qui n'a aucune dispute, qui n'exprime jamais aucune différence, aucun conflit, ça peut être problématique parce que parfois ça peut exploser, et quand ça explose, ça peut être définitif. Ouais, donc parfois il vaut mieux en parler avant. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc moi je vais vous expliquer brièvement en fait. Donc je suis avec ma femme maintenant, donc j'ai 30 ans, et je suis avec ma femme depuis l'âge de 15 ans. Donc c'était ma première amie, ma première femme. Et voilà, on a 3 enfants, donc de 5 ans, 3 ans et de 2 ans. Et voilà, donc avant d'avoir nos enfants, tout se passait bien. On était le couple amoureux, très fusionnel. Et maintenant, depuis 2 ans, plus ou moins, on a moins d'échanges, il n'y a plus du tout de jalousie au niveau de ma femme. Je suis même parfois rejeté aussi bien physiquement que verbalement, j'ai l'impression de l'ennuyer. Qu'est-ce que vous voulez dire, plus de jalousie auprès de votre femme? Elle était jalouse auparavant? Elle n'a jamais été trop jalouse, c'est le seul... Mais vous semblez le déplorer. Comment? Vous semblez le déplorer. Oui, j'en aurais voulu un peu, pour montrer en fait qu'elle a vraiment de l'affection. Qu'elle tient à vous. Qu'elle a un peu d'affection. Enfin, je sais que c'est peut-être pas cohérent ce que je dis, mais moi, là, un peu de jalousie, ça prouve quand même que vous tenez à la personne, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Et en fait, je vous donne un exemple qui m'est arrivé là dernièrement. Donc, je travaillais en banque. Ma responsable m'a fait des avances, etc. Et puis, du fait que j'avais moins de dialogue avec ma femme, je me suis fait un peu embobiner, mais sans bien sûr passer à l'acte, mais qui a eu une amitié très fusionnelle en fait, avec cette personne. Oui. J'en ai parlé avec ma femme. On a été invité d'abord dans un premier temps chez elle, chez ma responsable, avec son mari, etc. Oui. Ma femme, rien ne lui paraissait bizarre à ce moment-là. Je lui ai parlé après qu'elle était un peu trop sur moi. Elle m'attendait à l'arrivée. Elle arrivait plus tôt pour me voir. Puis elle m'avait exprimé ses sentiments. Et ma femme, elle me dit comme ça, c'est parce que t'es beau, qu'est-ce que tu veux? Enfin, pour vous, je sais que ça vous paraît peut-être banal. Mais pour moi, je m'attendais quand même à une forme de jalousie. Oui, mais c'est que moi, dans cette réponse, j'entends qu'elle ne veut pas vous montrer qu'elle l'est. Oui, mais je le vois pas. Elle me le montre pas du tout. Oui, mais elle ne veut pas vous le montrer, mais c'est une façon de vous dire, elle vous dit quand même déjà que vous êtes beau, et que c'est une façon quand même de dire, elle sait très bien que vous plaisez aux autres femmes. Elle n'est pas dupe. Oui, mais ça, même mon côté physique ou quoi, J'ai bien compris. Vous aimeriez presque qu'elle vous fasse une scène.
Voilà. Ça vous Bah, franchement, rassurait, j'attends ça ça. vous rassurait sur le fait qu'elle tient à vous. Voilà, c'est tout à Bon. fait ça. Mais Même- elle, peut-être que s'il y a de la distance, moi j'essaye de voir un peu ce qui peut se passer de son point de vue à elle. S'il y a de la distance qui s'est installée entre vous, elle ne veut peut-être pas vous donner ce plaisir-là. Oui, mais j'ai l'impression C'est peut-être qu'elle le une sait. question de fierté. Non, mais vous interprétez aussi peut-être comme ça. Et c'est peut-être dommage aussi. C'est-à-dire que vous êtes parti sur de mauvais rapports, là. Ouais, tout à fait. Vous voulez la provoquer et elle veut pas rentrer dans ce jeu-là. Elle se dit non, je vais pas lui donner ce qu'il attend. Vous ne pensez pas? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors en fait. après, il peut y avoir une surenchère. Vous allez aller plus loin. Ouais, voilà. Donc moi, par rapport à ça, ben, au contraire, j'aurais même provoqué une situation. Oui. J'aurais Vous même êtes allé plus loin d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Oui. Et les gens qui m'entourent, c'est même pas moi en fait, les gens qui m'entourent, même au niveau de ma famille, avec qui je suis très très proche, qui me disent on comprend pas que ta femme elle réagisse pas, par exemple. à Oui, cette mais parce que situation. vous vous sentez rejeté par elle. C'est-à-dire que Ouais. depuis 2 ans, vous n'avez pratiquement plus d'intimité, Ah y non, plus compris du tout. d'intimité sexuelle. C'est ça, c'est ce que vous disiez. Entre autres, oui, par exemple, bon, là, notre dernier qui a 2 ans, bon, moi, on était assez carré au départ, on avait mis les enfants dans leur chambre, ils avaient chacun leur chambre, et le petit dernier, qui est un garçon, il est resté dans le lit, alors que je m'étais opposé dès le départ. Et encore à l'heure actuelle, il y a 2 ans, il est entre moi et ma femme la nuit, Oui, alors mais qu'il ça est va pas. capable d'être dans sa chambre. Et pour le peu qu'on le met dans son petit, parce qu'on a installé un petit lit à côté de notre lit pour essayer d'avoir quand même qu'on se retrouve un peu. Bien sûr. Dès qu'il y a des caresses, oh non, touche-moi pas. Elle est, on est en plein rapport. Elle me repousse ma bouche pour pas que j'embrasse. Je veux dire, ça peut être. Avant, c'était assez fréquent, et là, je me rends compte que j'ai l'impression d'être rejeté depuis, pas rejeté, mais repoussé. Oui, alors mais qu'il y a c'est pas pas de chose. c'est pas une impression d'ailleurs, Michael. Ce Oui, n'est pas une impression, c'est la réalité. Oui, mais moi, le problème à l'heure actuelle, C'est-à-dire qu'elle est devenue, moi ce que j'entends, c'est que vous avez eu le petit dernier, c'est un petit garçon, elle le met dans le lit conjugal, et clairement le petit dernier est une barrière entre vous et votre femme, et tout à fait. elle est mère, et elle n'est plus votre femme et votre maîtresse. Tout à fait. Bon. Et moi, j'ai l'impression. Alors, moi, j'ai envie de vous demander une chose. Vous avez 3 enfants, c'est ça? J'en ai 3, oui. Vous vouliez combien d'enfants? Bon, on avait l'intention d'en avoir 2 ou 3. D'accord. Ben, elle a atteint son objectif. Ouais, mais là, je vous dis. Peut-être. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que consciemment ou inconsciemment, peut-être, je vous le dis de façon, vous voyez, un peu rapide, mais au fond, elle voulait. Il y en a la sexualité. Parfois, on a du mal à dissocier la sexualité de plaisir et la sexualité pour faire des bébés. Donc, elle voulait peut-être, et vous aussi, 3 enfants. Le 3e est arrivé. Vous dites c'est le petit dernier, c'est ce qui. Voilà. Et donc, elle a son compte, elle est comblée. C'est un petit garçon. Donc, à quoi ça sert maintenant? Je caricature un peu, mais d'avoir la sexualité, du sexe avec vous, c'est moins nécessaire. Alors, il est important d'en parler là avec elle, parce que c'est vrai qu'on sent bien que vous êtes très frustré de cette situation. Et le problème, c'est que si ça continue comme ça, c'est que vous allez aller voir ailleurs si ce n'est déjà fait. Je le fais actuellement, je le fais déjà. Vous allez voir ailleurs. Je m'en vais le soir parce qu'elle se pose même pas la question où je m'en vais. Mais je suis obligé, je veux dire, j'ai plus d'affection, j'ai plus rien. On a discuté longuement. Elle me dit mais non, c'est parce que t'es pas bien en ce moment. Enfin, elle détourne carrément le sujet alors que moi je suis hyper ouvert au dialogue. Elle ne veut pas voir, oui. Non, pas du tout. Donc vous avez une relation extra-conjugale à côté. Mais je suis obligé. Sinon je tiendrai pas dans mon couple. Là, je survis pour mes enfants. C'est ce qui permet, oui. Vous avez une relation suivie. Occasionnelle, on va dire. Ouais, suivi occasionnel, quoi.
Bah non, mais Suivi occasionnel, ça c'est pas mal. On va dire. Oui, d'accord. Non, mais je je veux dire, vous êtes attaché à cette autre femme ou pas? Pas du tout. D'accord, bon, c'est déjà important. non, mais pas du tout. Tant Moi, mieux. Donc ça ne met pas trop votre couple en péril. Ouais, mais le pire c'est qu'elle le sait pas. Je lui dis, écoute, si ça continue, je vais aller voir ailleurs. Donc là, et comment réagit-elle? Comment réagit-elle quand vous lui dites là, elle se donne complètement. C'est un peu contradictoire, mais lorsque je sors ça la fait réagir. Ouais. Mais donc, alors, vous voyez quand même, Michael, que quand vous dites que votre femme n'est pas jalouse, là, elle a conscience quand même du risque que cela comporte de se refuser totalement à vous. C'est-à-dire de faire qu'il n'y ait plus de sexualité entre vous. Parce que quand vous brandissez le risque d'aller voir ailleurs, là, elle se donne à vous. Ouais, tout à fait. Donc, tout à fait ça, ouais. Bon, donc elle craint de vous perdre. Elle n'a pas envie de vous perdre. Donc elle tient à vous. Vous voyez bien qu'elle tient à vous. Moi, j'ai le sentiment que lorsqu'elle me dit ça, justement, c'est pour être tranquille, quoi, entre guillemets, quoi, pour que je l'embête pas, quoi. Non, là, je pense que vous faites fausse route, en revanche. Si elle ne tenait pas à vous, bah, à la limite, elle vous dirait... elle ne réagirait pas. D'accord. Peu importe que vous alliez voir ailleurs. Elle n'a pas envie que vous alliez voir ailleurs. Non, c'est pas pour être tranquille. Pour être tranquille, c'est pas ça. Pour être tranquille, c'est si vous la harceliez, que vous insistiez sans arrêt. Et bon, il y a des femmes qui font ça et qui disent bon, allez, je vais lui faire plaisir, je vais lui donner ce qu'il attend. C'est pas dans ce contexte-là. Là, c'est quand vous lui dites je vais me satisfaire auprès d'autres femmes. Ouais, non, mais oui, tout à fait. Mais c'est pareil, même pendant la relation qu'on peut avoir, je peux pas la toucher quasiment. Je peux pas la toucher, elle me repousse mes mains. Mais je crois qu'il faut en parler maintenant avec elle. Mais on en a disant parlé, non, mais en parler pas maintenant vous pouvez pas sans arrêt en parler et brandir la menace. Parce que sinon vous allez finir par aller dans le mur. Action, réaction, ça n'ira pas. Ça va aller un temps. De dire je vais aller voir ailleurs et bon, ok, elle va se donner à vous, mais à un moment, vous allez tourner en rond. Non, mais même moi, par moment, j'ai même plus envie. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça. Je vous dis, vous allez tourner en rond. Donc, je crois que vous arrivez à douter, comme souvent, les hommes dans ce cas-là, quand leurs femmes les repoussent physiquement, ils croient à tort qu'ils ne sont plus aimés. Or, ce n'est pas forcément de ça dont il s'agit. Là, c'est pas. Je vous dis, c'est votre femme. Elle est vous avez eu ce petit dernier qui a 2 ans. Il est encore petit. Dont elle a du mal à se séparer. Elle est encore. Elle est mère. Voilà, elle est comblée par sa fonction par son rôle de mère. 2 ans, c'est encore petit, elle est comblée, c'est un petit garçon, donc ça la comble d'autant plus, le fait que ça soit un petit garçon. Donc elle est très très occupée par ça, et finalement elle vous aime, elle a certainement des sentiments pour vous, mais c'est peut-être c'est moins présent pour elle, c'est que pour vous, c'est moins nécessaire. Mais quand vous lui dites que il y a tellement de frustration que vous pourriez aller voir ailleurs, là elle s'inquiète. Donc c'est important de lui rappeler et de lui dire que votre couple, si ça continue sur ce mode-là, est en danger, parce que il faut que vous arriviez à lui faire comprendre que le baromètre la sexualité est quand même le baromètre de la complicité dans le couple. Donc, il faut que vous retrouviez une complicité, pas seulement sur le plan sexuel, mais aussi affectif, intellectuel, que peut-être vous avez un peu perdu ces derniers temps parce que vous vous êtes un peu perdu de vue avec les enfants. Ouais, c'est certainement ça, parce qu'avant on était heureux, il n'y avait pas ce problème-là, quoi.
C'est pour ça que quand j'ai entendu le témoignage de la dame tout à l'heure, je me suis dit, si un jour je suis vraiment plus là, est-ce que j'aurai le même amour qui sera exprimé, quoi. C'est terrible d'en arriver là, hein. Mais moi, j'adore ma femme, je l'aime très fort, et c'est vrai que je me retrouve plus dans le couple. Mais je pense qu'elle aussi. Là où vous doutez, voyez, je pense, et c'est pour ça que c'est dommage, parce que vous avez construit quand même, vous êtes ensemble depuis 15 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Hein, 15 ans, vous avez quand même 3 enfants ensemble, donc c'est dommage ça serait dommage de mettre tout en l'air. Et je pense qu'il faudrait vraiment, et si vous n'y arrivez pas seul, d'aller en parler, de vous faire aider, peut-être par un thérapeute de couple. Parce que vous pouvez pas fonctionner juste par comme ça, par injonction, par menace. C'est ce que dit Brigitte. Parler éventuellement en thérapie, ça en vaut la peine aussi pour vous, bien sûr, et pour vos enfants. J'ai le subversif qui dit « Elle vous trouve beau, donc apprêtez-vous pour sortir et en rentrant, dites-lui que son amour, son désir de vous manque et que vous voudriez y remédier en consultant ensemble. » Ouais, c'est vrai que j'ai jamais discuté de voir quelqu'un. Ouais. Ça pourrait nous aider, ce serait vraiment très bien. Ah, moi je pense. Mais vous voyez, ce qui est un peu bizarre, c'est que bon, il n'y a pas de jalousie, mais parfois, si. C'est 2-3 fois dans l'année, elle peut carrément péter les plombs, quoi. Mais oui, complètement. Mais bien sûr, mais quand elle vous dit bah oui, c'est parce que tu es beau et bon, voilà, c'est une façon de dire bah alors, bien sûr. Non, elle me dit la dernière dispute qu'il y a eu, la dispute, on peut appeler ça une dispute, au mois de septembre, elle a complètement craqué, elle a hurlé, elle est partie de la maison. Elle m'a dit si bien tu m'aimes pas, tu me regardes pas, tu me dis jamais que je suis belle, qu'elle est partie. Mais c'est vrai que je lui dis plus qu'elle est belle, j'arrive plus. J'arrive plus à lui dire parce que je me sens... parce que vous sentez rejeté et parce que elle vous rejette de fait et comme elle vous rejette, vous ne vous sentez plus aimé. Alors que moi je pense qu'elle vous aime encore, mais que bon, c'est d'autres raisons qui l'amènent à elle est mère et qu'elle a oublié un peu d'être femme. Mais ça peut revenir. Mais il faudrait que vous alliez en parler et que vous consultiez ensemble. D'accord ? Et vous pensez qu'avec du temps, avec les enfants, il faut que vous vous aménagiez. Non, mais n'attendez pas, hein. N'attendez pas que les enfants grandissent. C'est maintenant qu'il faut prendre le problème à bras le corps, hein. D'accord. Et je dois jamais lui avouer les histoires que j'ai eues. Ah non, surtout pas. Non. N'avouez jamais. Ouais, tout à fait. Et je m'en veux par rapport à ça aussi parce que c'est pas d'un. Ben oui, mais justement, vous voyez, c'est votre culpabilité qui vous pousserait à enlever ce gros caillou que vous avez là dans votre chaussure et dire souvent quand on avoue c'est pour se libérer de sa culpabilité. Alors on file le bébé là, on dit voilà, tu vois, je t'ai tout dit, waouh, qu'est-ce que je me sens mieux. Ouais, mais qu'est-ce qu'il en fait l'autre? Ouais, c'est sûr. Et c'est là où les emmerdes commencent. Ouais, donc non, vous vous arrangez vous avec ça. Et puis l'important, vous dites cette autre femme, elle n'a pas d'importance pour vous. C'est qu'à un moment, vous étiez très frustré, vous êtes allé voir ailleurs. Ce qui est important, c'est votre couple. Alors la priorité sur votre couple, d'accord ? D'accord. Puis vous dites rien sur ce qui s'est passé à côté. D'accord. Okay. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Super, merci. Au revoir, Mickaël. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. On s'incline devant Overphonic Mad About You. Voilà, une petite soirée comme ça avec de la très bonne musique, un éclairage tamisé, des bougies, des parfums, de la volupté. Comment réveiller la sensualité endormie de l'autre ? Écoutez, faites appel à votre imagination un peu. Hein. Allez, on va accueillir Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, je voulais aussi... d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Je vous écoute très souvent. Je voulais juste parler de 2 minutes, une minute de Caroline, en fait, juste pour dire que... Et d'ailleurs, je vais en parler lors de mon témoignage. On a accompagné notre meilleure amie, en fait, pendant 4 ans et demi d'un cancer qui a été très difficile. Et donc lui, c'était le meilleur ami de mon mari et sa femme, c'est une amie extrêmement proche de moi. Et je voulais lui dire que c'est parfois difficile pour les gens qui
qui sont aux côtés de la personne qui souffre, d'aider en fait. Et on en a beaucoup souffert, autant mon mari que moi, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'il faut s'arrêter, jusqu'où il faut aller. Et voilà, donc faut faire attention de ne pas se mettre dans un isolement, etc. Et prendre, voilà, pas considérer aussi que pour les personnes qui accompagnent, même si c'est pas la même douleur, c'en est une quand même, quoi. C'est juste, voilà. C'est vrai qu'on a peur d'en faire trop, pas assez. C'est difficile de trouver la juste place. Ouais. Ça dépend aussi de quelle est la relation que l'on a avec la personne, hein, du degré d'intimité. Oui, tout à fait. Voilà, donc bon, de toute façon, je vais en parler parce que c'est forcément, c'est quelque chose qui a bouleversé aussi notre vie. Alors donc, nous sommes mariés depuis 15 ans. On a 4 enfants, dont 2 petites jumelles de 7 ans et 2 garçons de 11 et 12. On a une vie de couple qui est plutôt heureuse, mais une vie quotidienne. Quand je dis une vie quotidienne, c'est la vie en dehors des vacances, la vie au jour le jour, qui peut être parfois difficile. En fait, on va de crise en crise, avec des crises qui sont devenues plus dures, en fait, surtout sur les derniers 6-9 mois, parce que c'est vrai qu'on a enduré, en fait, la perte de mon beau-père. Puis 2 mois plus tard, à peine la perte de cet ami dont j'ai parlé juste avant. Les 2 sont partis d'un cancer et c'est quelque chose qui a évidemment profondément marqué notre année, quoi. Alors, en fait, on a reçu tous les 2 une éducation relativement différente. Enfin, on a des relations avec nos familles respectives qui sont relativement différentes, en cela que je suis extrêmement proche de mes parents et de ma sœur. On a une relation, je sais pas, peut-être fusionnelle, je sais pas comment la qualifier. Enfin, je parle à ma maman au moins 2 ou 3 fois par jour. Ah bon? Ouais, on est en lien. Ah oui, c'est très perpétuel, ouais. Ah oui, c'est très fusionnel, oui. Ouais. Bon, on a besoin les uns des autres. Bon, sachant que ma maman n'a que, elle a son mari et nous en fait. Hein, vous dites elle a que son mari, c'est déjà. Oui. Pourquoi dites-vous c'est intéressant de dire ça? Ouais, mais vous pensez que c'est pas suffisant? Que son père, bon lapsus d'ailleurs, que votre père, comment vous le percevez? Ah non, je pense que, disons que. Pour moi, d'avoir mes parents ainsi que mon mari et mes enfants, ça me donne, j'ai mes 2 jambes, quoi, en fait. Et en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est vrai que ma maman a toujours eu des relations extrêmement compliquées avec son père et avec sa mère. Ses parents étant divorcés depuis qu'elle est toute petite. Ma grand-mère est décédée, mais donc elles ont eu une vie de couple à 2 qui était hyper difficile. Et c'est vrai que le fait d'avoir épousé mon père, qui est le plus gentil des hommes que je connaisse, etc., l'a comblé. Et voilà, donc c'est vrai, oui, vous avez raison. Je me sens aussi, je garde ce lien avec elle. Et je tiens à ce lien avec elle aussi parce que je me sens une part de responsabilité dans sa stabilité affective, en fait. Voilà. Et oui. Vous voyez, comme quoi, c'est vrai. Finalement, c'est intéressant parfois d'analyser ce qui se joue dans la relation à nos parents, c'est pas parfois, c'est toujours, au vu de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes dans leur propre histoire avec leurs propres parents. Ouais. C'est-à-dire que vous sentez en quelque sorte garante de l'équilibre,
affectif de votre mère qui est en difficulté dans sa relation avec ses parents, a beaucoup investi dans la famille. Oui. Et donc, il faut pas lâcher, hein. C'est vrai. Alors, vous dites ça crée des complications avec votre mari? Oui, parce que en fait, lui a une relation avec ses propres parents qui est totalement différente et puis qui est relativement antinomique avec celle-ci, dans la mesure où son père a toujours été extrêmement distant, en fait. Oui. Il s'est radouci, en vieillissant, on va dire, hein, voilà. Il a subi aussi des comparaisons. Enfin, la relation qu'il avait avec son père, c'est toujours par rapport à son travail à l'école, etc., etc. Et du coup, ils ont beaucoup été comparés, son frère et lui. Ils ont à peine un an d'écart, même pas un an d'écart. Ils ont 10 mois d'écart. Donc, ils ont été beaucoup comparés. Il y en avait un qui réussissait à l'école, c'était mon mari. Son frère réussissait pas du tout. Aujourd'hui. Mon beau-frère a réussi d'un point de vue financier de façon incroyable. Hein. Voilà. Donc il y a toujours eu ces comparaisons et donc c'est un modèle qui je pense aussi, qui est compliqué pour mon mari. C'est-à-dire que, c'est comme ça que je l'analyse. Je pense que quand il voit notre fonctionnement dans la famille, dans notre famille, ça le renvoie probablement à des choses que lui n'a pas vécues. Voilà. Alors après, oui, vous avez des modèles familiaux très différents, des cultures familiales très différentes. Voilà. Oui. Alors, ce qui est un peu, disons, exagéré, amplifié, on va dire, par le fait que nous sommes de confession juive, tous les deux, etc. Et donc, du coup, il y a de maintes occasions de fêtes. Voilà, le vendredi soir, les fêtes qui rythment l'année religieuse. On n'est pas religieux, mais en fait, on a cette tradition-là de se retrouver, et qui, pour moi, sont vraiment des synonymes de fête, et qui, pour lui, sont des contraintes. Et en tout cas, Parce que lui ne le fêterait pas, ça ne tiendrait qu'à lui. En fait, je pense que c'est moins par le fait, qu'il est moins, j'allais dire moins religieux, mais c'est même pas de la religion, parce que nous, c'est des occasions de se retrouver, point barre, quoi. Que par le fait que, en fait, c'est des moments qu'on partage avec mes parents. Parce que c'est toujours chez vos parents. C'est-à-dire que on habite à Lyon, sa famille est de Strasbourg. Donc c'est toujours chez vos parents. De fait, voilà, c'est chez mes parents ou chez moi. Oui. Donc ça lui pèse. Et ça lui pèse. Oui. Et ça lui pèse. Oui. Alors, et pourquoi se sent-il toujours obligé d'y aller? D'abord, suite aux disputes qu'on a pu avoir à cette occasion-là, etc. Puis en plus, à chaque fois, mes parents reviennent sur le devant de la scène sur des disputes qui n'ont en général rien à voir avec ça. Moi, j'avais dit, écoute, on va mettre des règles entre nous, finalement, et on va dire que peut-être qu'on ne fait pas tous les vendredis soirs. Oui. Mais à chaque fois, si vous voulez, on se met d'accord sur quelque chose, mais qui ne tient pas, quoi. C'est-à-dire que moi, j'accepte, etc., et je fais en sorte que... Mais les disputes reviennent toujours, vous voyez ce que je veux dire? Donc on se met d'accord sur quelque chose, mais c'est jamais assez, quoi. Oui, mais si vous vous mettez d'accord sur quelque chose et que vous ne vous y tenez pas, c'est pas étonnant que vous vous disputiez. Non, on se tient à ce qu'on a dit, mais ça n'empêche pas les disputes, alors. Ouais, je me suis mal exprimée, pardon. Et vous vous disputez sur quoi? On va se disputer sur d'autres choses, mais à chaque fois ça revient. Alors, sur d'autres choses, en fait, c'est de multiples choses. Alors d'abord, mon mari est maniaque. Quand il est stressé, il est maniaque et il est stressé partout. Donc ça va être des choses extrêmes qui pour moi sont totalement futiles. Ça va être les traces de chat sur les rebords de fenêtres de la maison parce qu'il veut rentrer par les fenêtres, mon chat. Oui, mais ça c'est un faux problème. Et oui, tout à fait. Le collage mes filles, elles ont décidé de faire de la déco sur les portes de leur chambre et de coller les dessins, alors ça l'énerve, des traces de doigts, qui sont pour moi des traces de vie, en fait, et du bonheur, etc., et qui pour lui
En fait, l'oppresse, en fait, je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai comme l'impression qu'il refuse le bonheur. Alors, il supporte pas la famille, c'est-à-dire Ouais, je pense qu'il y a ça. Mais est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors, les disputes autour de mes parents, ça a toujours été comme ça. Ça, j'ai compris, mais parce que ce que vous décrivez, le chat, les traces de doigts sur les fenêtres... Ouais. Disons que ça a toujours été un peu, mais ça s'est terriblement amplifié. Ça s'accentue. Voilà, depuis le mois de février où on a perdu notre ami, quoi. Mais c'est qu'il va pas bien en ce moment, hein, pour réagir comme ça. Non, mais ça j'en suis consciente. Ce que vous dites d'ailleurs, ce sont des traces de vie. Or lui, il est dans le deuil là. Hein. C'est ça. Bah oui, parce que c'est bon, il a perdu, il est dans la séparation. Or vous êtes finalement, vous évoquez quoi? Des réunions de famille où vous êtes dans votre cercle familial, dans votre cocon, dans quelque chose de chaleureux, vous évoquez... C'est symbolique. C'est oui, vous évidemment, vous avez raison. Le chat qui ces petites traces de pattes, c'est bon. C'est pas de la maniaquerie. Il n'était pas jusque là. Je vois pas pourquoi il deviendrait. Oui, il a toujours été un peu quoi, mais ça s'est beaucoup accentué. Oui, ou alors peut-être ça s'accentue, mais parce qu'il va pas bien. En tout cas, parce qu'il est dans une période de deuil. Oui, mais j'en suis consciente. Et puis là aussi, la famille, lui, il est dans la perte. Hein. Ouais. Il est dans la douleur, donc ça l'agresse d'autant plus. Ouais. Parce que vous êtes, il peut vous percevoir comme au contraire très protégé. Et très dans quelque chose du cocon familial, de la douceur, de la protection, de la sécurité, là où lui se sent très vulnérable. Ouais. Mais j'en suis consciente de tout ça. Et en fait, moi je lui ai proposé, enfin, disons que j'ai essayé de lui dire que de toute façon il pouvait pas garder tout ça pour lui, c'est extrêmement lourd. Mais il se refuse pour l'instant. Enfin voilà, il veut pas aller en parler, il veut pas aller voir un psy. Alors j'ai une petite ouverture, j'espère que. Non, mais peut-être vous ne pourriez-vous pas un peu dire, après tout, vous pouvez pas il s'agit pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller voir un psy, ça n'a pas de sens. Mais vous, un peu, vous occupez le soutenir un peu, prendre soin de lui en ce moment. Il va pas bien en ce moment. Non. Et ne pas rentrer, c'est-à-dire ne pas laisser couler un peu. C'est ne pas rentrer dans des discussions, dans des échanges houleux et voyez. Et bon, alors je sais que vous êtes très axé, vous l'avez dit, hein, sur votre famille, mais votre famille, votre mère, elle va bien. Il y a d'autres, vous avez des frères et sœurs, et vous pouvez expliquer que actuellement votre mari il a besoin de vous. Vous pouvez peut-être vous mettre un peu en retrait pour vous centrer sur un peu votre famille. Le problème, le couple que vous formez. Oui, mais il est primordial pour moi parce que même par rapport à d'abord j'aime mon mari, ça c'est. Mais ça s'entend. Mais justement, vous pouvez. Et là aussi, ça peut un peu rétablir les choses, peut-être un peu en ce moment. De dire après tout, parce que vous vous sentez. Vous parlez, vous avez dit, hein, je reprends vos mots, vous sentez une part de responsabilité dans la stabilité de votre mère, bon, comme s'il fallait pas la lâcher. Vous pouvez très bien dire, je crois que ça vient de loin, hein, bon. Votre mère, elle est pas seule, elle ne va pas mal, vous allez vous rendre compte que même si vous êtes un peu moins présente, elle va pas s'écrouler. Et vous pouvez dire, actuellement, voilà, il ne va pas très bien et j'ai besoin d'être peut-être plus présente. Et donc, c'est pour mon couple. Et ça va un peu rétablir l'équilibre. Peut-être. Donc là, en fait, il est parti marcher pendant une semaine
avec son cousin. Bon, pour moi, c'est difficile. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Je lui ai dit, d'ailleurs. Pourquoi c'est difficile? On s'est pas mal disputé. Pourquoi? Parce que ça correspond pas forcément à l'idée que je me fais du couple, en fait. Alors, mais oui, mais c'est là où vous êtes très, très paradoxal, hein, Sophie, parce que il doit accepter que votre famille soit quand même omniprésente. Et vous avez du mal à accepter qu'il puisse partir avec un cousin, marcher. Peut-être il doit avoir terriblement besoin de se ressourcer. Ouais. Moi, je pense que actuellement, dans un moment où il est en deuil, en souffrance, déjà, c'était source de conflit un peu, cette présence, cette omniprésence de votre famille, mais qu'actuellement, dans cette période-là, ça doit particulièrement l'agresser. Parce que lui, il est vulnérable en ce moment. Et d'autant plus seul que lui, il n'a pas cette culture familiale. Vous n'y êtes pour rien. Non. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de vous culpabiliser du fait que vous n'ayez pas la même histoire, la même culture familiale. Mais pour autant... là, il a davantage besoin de vous. Donc, bien sûr que quand il se retrouve chez vous, comme le dit le subversif, il se sent minoritaire. Oui, et que cet ami perdu l'abandonne à votre toute-puissance familiale. Voilà. Donc, il y a un déséquilibre. Donc, il faut l'entendre. Et je crois que restaurer un peu l'équilibre. Vraiment. Parce que sinon, ça risque de créer vraiment un éloignement entre vous deux. D'accord ? D'accord. Bon courage, Sophie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle aussi pour un problème de couple. Oui. Un peu de frustration que je ressens au sein de mon couple. Alors voilà, j'ai 52 ans et oui. ma compagne a 10 ans de plus que moi. On ne vit pas ensemble la semaine, on se voit que le week-end et puis les vacances. Et puis j'ai de plus en plus de mal à supporter un peu ce que j'appellerais un manque de démonstration amoureuse, bien qu'elle s'en défende et que c'est une source de dispute. Et en fait, je ressens de plus en plus qu'elle privilégie sa vie de mère et de grand-mère au détriment de sa vie de couple. Et on n'arrive pas à en parler. Quand on en parle, c'est tout de suite source de dispute. Et moi, je lui dis, on se voit que le week-end, donc toi, tu es à la retraite, elle est à la retraite, elle ne travaille pas, hein, donc tu as toute la reste de la semaine pour voir tes enfants et tes petits-enfants. Et donc, quand je viens le week-end, j'aimerais bien que ça puisse être un week-end entre amoureux et que si tu ne cherches pas systématiquement à demander à garder tes petits-enfants quand je suis là ou autre, quoi. Et donc, ça part tout de suite un peu en dispute. C'est le seul moment où vous pouvez vous voir le week-end ? Oui, c'est le seul moment où on peut se voir. Oui, d'accord. Elle ne travaillant pas, donc elle a un fils qui habite à 15 minutes, donc elle voit plusieurs fois dans la semaine, avec une petite fille, et puis une fille qui habite à 2-3 heures de route et qu'elle voit régulièrement. Donc là, dernier cas de la dispute, elle prend ses petits-enfants pendant la semaine de Toussaint. Donc moi, je viens juste ce week-end, samedi et dimanche. Et donc, au lieu de dire à sa fille, amène les enfants lundi. Oui, elle pourrait les voir. Dans la semaine. Du lundi au dimanche, et puis nous consacrer le week-end, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai beau lui dire que c'est pas un comportement. Ça s'est passé à plusieurs reprises ? Ah oui, ça se passe régulièrement. Oui, ça se passe. Et ce n'était pas comme ça au début de votre relation ? Non, c'était pas comme ça au début de la relation. Et quand je lui dis ça, c'est moi qui me tourne des films, etc., quoi. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Ça va faire 2 ans, justement, ce week-end-là. Donc voilà, et c'est une situation que j'ai de plus en plus de mal à vivre, d'autant que ça a également une incidence, ça porte également sur nos relations sexuelles, où j'ai l'impression j'ai pas l'impression, je ressens qu'elle a de moins en moins envie. Là aussi, elle s'en défend. C'est moi qui me tourne des films, c'est moi qui ai de plus en plus envie, c'est moi qui suis obsédé. Et quand je lui dis que
au bout de 2 ans, normalement, la tendance est plus à ce que les relations sexuelles s'émoussent plutôt qu'à ce qu'elles se développent. Donc si moi je peux pas avoir plus envie de toi qu'au début, j'ai autant envie de toi, mais donc voilà quoi. Et là aussi, j'ai l'impression qu'elle est dans le déni quoi. Et oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, elle ne saisit pas l'occasion pour vous dire qu'elle veut prendre de la distance, voire mettre fin à cette relation. Après tout, ce qui est plutôt constructif. Elle dit qu'elle est amoureuse de vous. Elle dit qu'elle est amoureuse de moi. Bon, alors écoutez, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, après tout, Bruno. Mais vous sentez quand même un éloignement dans la mesure où elle pourrait voir ses petits-enfants autrement que ailleurs, à d'autres moments que le week-end. Vous ne pouvez la voir que le week-end. Voilà, bon, écoutez, face à ce comportement, qu'est-ce que vous pouvez faire si ce n'est être moins en demande? Vous allez voir. La laisser venir. Oui, c'est-à-dire ne pas venir le week-end où il y a les petits-enfants ou les enfants, comme ce week-end. Ah, de toute façon. Exactement. Ouais, oui. Vous la laissez, c'est-à-dire que vous dites je comprends tout à fait et à ce moment-là, puisque tu as les petits-enfants, c'est peut-être préférable, parce que normalement quand elle a les petits-enfants, vous la voyez quand même. Oui, là je viens. Oui. Là, je viens le week-end et. Oui. Vous pouvez lui dire, autant nous voir quand nous pourrons être tous les deux. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas de temps en temps la voir avec les petits-enfants, qu'elle n'ait pas l'impression que vous rejetez sa famille. Mais dire, comme déjà, je préfère que nous ayons des moments d'intimité, des moments à deux. Et puis, moins demander. Parce que sinon, vous allez devenir insistant et elle va passer son temps à se défendre. Oui, donc, laissez-la, elle, être en position de demande, en position où elle se montre désireuse. Là où, justement, elle n'est plus dans cette position-là. Sinon, c'est vous qui vous mettez en position de demandeur. C'est jamais très très bon. Ouais, je suis accusé de l'empêcher de voir ses enfants. Oui, alors surtout, c'est pour ça. Mettez-vous un peu en retrait. Mettez-vous un peu en retrait et soyez moins en demande. Elle vous dit qu'elle est amoureuse de vous, donc c'est plutôt très très bon signe pour vous. Et mettez-vous un peu moins en demande et laissez-la venir. Je pense, Je pense que c'est plus raisonnable. Bonne chance, Bruno. Au revoir. Benabar, très politiquement correct. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves.